Présidente de Patrimoine Oral depuis le mois de février. Voilà, donc je vous dresse en deux mots qui sommes-nous? Nous sommes Patrimoine Oralpin, une fédération régionale en Auvergne-Rhône-Alpes d'acteurs du patrimoine. Donc nous avons différentes missions, donc notamment de valoriser le patrimoine, de sensibiliser les personnes intéressées par le patrimoine et de promouvoir le patrimoine dans notre région. Voilà, c'est nos missions essentielles et de fédérer tous les acteurs du patrimoine et de les mettre en réseau. Ça, c'est très important, c'est l'ADN de notre fédération. Nous avons, alors je ne vais pas vous dresser toutes les actions parce qu'on est pressé, toutes les actions, nous avons différentes actions. Et notamment, je vais vous parler de commissions, notamment nous avons des commissions puisque ce webinaire découle de la commission militaire qui a été longtemps en dormance pendant 15 ans et que Janaïne, ici présente et qui va animer ce webinaire, a pris en charge pour animer cette commission militaire dont nous avons eu la première réunion au mois d'octobre, novembre, je ne sais plus si c'était novembre, Octobre. à la prison de Montluc à Lyon, parce que nous sommes basés à Lyon, au fort de Vèze, et donc c'est notre territoire, et cette prison de Montluc a donc c'est un lieu de mémoire, voilà, et on avait pensé que c'était intéressant de faire notre première réunion au bout de 15 ans là. Nous avons une quinzaine de personnes, et voilà, et maintenant c'est Janaïne à qui je vais laisser la parole. Alors vous avez Céline Bardin qui est la coordinatrice de patrimoine oralpin. C'est elle qui va tout gérer, tout ce qui est, et elle peut peut-être se présenter en deux mots. C'est elle qui va s'occuper de gérer, de vous mettre, de lire les chats et tout ça. C'est donc Céline qui va faire ça, et je laisse la parole alors à Céline qui se présente parce que voilà. Peut-être parmi vous, il y en a qui la connaissent. Oui, il y en a qui la connaissent, mais peut-être pas tout le monde. Et puis après, on laissera la parole à Janaï. Voilà. Merci Catherine. Eh bien, effectivement, Céline Bardin, je suis la coordinatrice de patrimoine oralpin. Je suis basée à Lyon et je lirai vos retranscriptions dans le chat pour porter les questions à Janaïne, qui est donc l'animatrice de la commission et à qui je cède tout de suite la parole. Merci Céline, merci Catherine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est vrai que je suis vraiment ravie qu'on soit là aujourd'hui. C'est le premier webinaire de la commission. Donc effectivement, la première réunion de relance s'est tenue le 9 octobre. Et parmi toutes les discussions, les envies, les demandes, on avait vraiment envie de mettre en place des temps d'échange, de réflexion et des temps de travail. Et donc, on a choisi de travailler sur cette série de webinaires, dont le premier est consacré à la question des archives, qui est vraiment un peu le sujet le plus important et qui est tout de suite arrivé sur la table et qu'on a vraiment envie de questionner. Donc, on a choisi de travailler sur les archives vivantes, parce que c'était un peu pour rappeler que les archives, c'est quelque chose qui évolue, qui circule, qui bouge en permanence, et de travailler aussi un peu, questionner, on va dire, ce passage du papier au numérique. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, la question des archives et du numérique, elle se pose, mais elle pose évidemment énormément de questions. Alors, archives papier, certes, mais évidemment, il n'y a pas que ça, hein. On en parlera du bâti, on parlera de beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que le papier reste un petit peu central et on va dire qu'il permet de relier. Et ça, c'est important. Un bâtiment a une fonction, un objet a une histoire, une trace matérielle, un contexte, par exemple. Et voilà, on va avoir aujourd'hui, on a, pardon, avec nous aujourd'hui, alors je prends mes petites notes pour ne pas dire de bêtises, Myriam Provence, qui est généalogiste, autrice et conférence. Donc elle travaille sur les histoires familiales et administratives, ça fait à peu 40 ans à peu près, Myriam. Et elle est également ancienne présidente de la Chambre syndicale des généalogistes. Et elle a publié un certain nombre de guides qui sont particulièrement intéressants autour des questions généalogie. Elle nous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Davy Selbrun est avec nous aussi aujourd'hui. Donc, elle est historienne, spécialiste de l'histoire sociale des prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale.
Et donc, Daisy, elle travaille, elle fait des recherches, elle dépouille, elle croise, elle transforme aussi toutes ces données en base de données, justement. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais qu'elle vienne présenter son travail qui est absolument passionnant aujourd'hui. Et puis Marion de Com, qui est docteur en études culturelles, spécialiste des archives, ingénieure culturelle aussi, qui a travaillé pour la fondation du Camp des Milles, le mémorial du camp de Rivesaltes aussi, donc elle était responsable scientifique. Et donc Marion va venir un petit peu nous parler de la question des fonds d'archives, de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait de ces archives qui sont en ligne, parce que finalement, d'avoir cette multiplication d'archives, ça ne simplifie pas forcément le travail. Et donc c'est vraiment des choses qu'on voulait questionner aujourd'hui. Donc ah, le son est faible. Alors, Oui, est-ce oui, que je je peux voulais faire pas mieux? t'interrompre, Oui, Janaïne, mais effectivement, si tu peux parler n'hésite un petit peu pas. plus fort et Je puis vais essayer de vérifier que parler ton plus fort. micro est pas obstrué par, ouais, Ça doit être dans les cheveux. Ça doit être ouais. ça de. On va essayer comme ça. Est-ce que Ah, c'est c'est mieux comme beaucoup ça? mieux, oui, oui, oui. D'accord. C'est donc les cheveux. Pardon. Euh, Hop, hop, hop. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, voilà. Donc, on va laisser la parole à Myriam pour commencer. Le format, c'est vraiment 10-15 minutes maximum. Et ensuite, on passe aux échanges, aux questions, pour que vraiment ce webinaire soit le plus interactif et possible. Oui, Catherine. Simplement, oui, vous m'entendez? Simplement, Janaïne, je vous demande de vous présenter parce que finalement, vous n'êtes Ah pas oui, oui, présentée. c'est vrai, Oui. pardon. Donc, je vous demande de vous présenter. C'est très Merci. important. Moi, je suis ingénieure culturelle. Je travaille, vous savez, à peu près 13 ans cette année que je fais ça, 14 même bientôt. Et donc, je travaille plus particulièrement sur les questions des lieux de mémoire et d'innovation. Et donc, je travaille main dans la main avec Marion Decom, puisque nous sommes associés depuis un mois, officiellement. Voilà. Myriam, je vous laisse la parole. Alors, je prends le micro. Bonjour à tous. Voilà, moi-même, je suis généalogiste depuis plus de 40 ans, chercheuse, et je travaille sur les archives et sur la façon dont elles façonnent notre manière de comprendre les parcours individuels et la mémoire, notamment quand elles deviennent numériques. Je vais vous parler aujourd'hui donc du patrimoine et de la mémoire militaire et de leur importance pour comprendre l'histoire. Quand on évoque l'histoire militaire, on pense souvent donc aux grandes batailles ou aux événements majeurs. Pourtant, le patrimoine militaire est bien plus large. Il comprend aussi les bâtiments, les paysages, les objets, mais également les souvenirs et les récits transmis au fil du temps. La mémoire militaire, c'est une mémoire collective. Elle se transmet de génération en génération, mais elle évolue aussi. Elle peut être influencée par le temps, par les usages ou par les représentations actuelles. Cela pose une question centrale. Quelle est la différence entre la mémoire et l'histoire? Pour répondre à cette question de manière concrète, je vais m'appuyer sur l'exemple d'un ancien bâtiment militaire comme un fort ou un château à vocation défensive. Ce type de lieu permet de croiser différentes sources et de réfléchir à la manière dont on transmet la mémoire aujourd'hui. Mon exposé rapide s'organise en 3 parties. D'abord, où chercher les informations et les archives. Ensuite, quelle méthode utiliser pour les analyser. Et troisièmement, enfin, comment partager ces connaissances et transmettre la mémoire militaire. Alors, où chercher les archives et les informations? Pour étudier un bâtiment militaire, il faut s'appuyer sur plusieurs types de sources. Les premières sont les sources institutionnelles. Les archives départementales, par exemple, conservent souvent des plans de construction, les devis ou les correspondances administratives. Ces documents permettent de savoir quand le bâtiment a été construit, avec quels matériaux et dans quel contexte politique ou militaire. Le service historique de la défense apporte un autre regard. On y trouve des informations sur le rôle stratégique du site, les unités qui y étaient stationnées ou sur place dans un dispositif militaire plus large. Les archives municipales permettent quant à elles de comprendre le lien entre le bâtiment et la population locale. Elles renseignent sur son impact sur le territoire, sur ses usages avec
après les conflits et sur d'éventuelles reconversions. À côté de ces sources écrites, les ressources numériques occupent aujourd'hui une place importante. La numérisation des cartes, des plans et des photographies facilite l'accès aux documents et permet de suivre l'évolution du bâtiment dans le temps. Il ne faut pas non plus oublier le bâtiment lui-même, son implantation, l'épaisseur des murs, les systèmes défensifs ou l'organisation des espaces qui donnent de nombreuses informations. Le bâtiment devient alors une véritable archive à ciel ouvert. Enfin, il existe des sources orales, les témoignages de riverains, d'anciens occupants ou des membres d'associations locales qui apportent une dimension humaine à l'étude. Cependant, ces sources doivent être utilisées avec prudence car elles sont subjectives et influencées par la mémoire collective. Alors, quelle méthode adopter? La diversité des sources impose une méthode rigoureuse. Le premier principe est le croisement des sources. Aucune source ne suffit à elle seule. Par exemple, les observations faites sur le bâtiment doivent être comparées aux archives écrites pour éviter les erreurs d'interprétation. Le second principe est la contextualisation. Il est essentiel de replacer le bâtiment dans son contexte historique, politique et géographique. Un fort médiéval, un fort moderne ou un ouvrage du XIXe siècle ne répondent pas aux mêmes logiques militaires. Il faut aussi distinguer la mémoire de l'histoire. La mémoire repose sur des récits, des traditions ou des usages symboliques. Elle peut transformer un bâtiment en symbole identitaire. L'histoire, elle, repose sur une analyse critique des sources. Le rôle de l'historien est donc de confronter ces récits aux faits établis. Enfin, cette démarche implique une dimension éthique. Les bâtiments militaires peuvent être des lieux marqués par les conflits ou par la souffrance. Ensuite, partager les ressources et transmettre la mémoire. Une fois la recherche menée, il se pose la question de la transmission. Le bâtiment militaire peut devenir un outil de médiation culturelle. Les visites guidées, les expositions ou les parcours pédagogiques permettent de rendre l'histoire accessible et concrète pour le public. Le numérique joue également un rôle central. Mettre en ligne des documents, des plans ou des photographies permet de toucher un public plus large et de faciliter la conservation des archives. Les associations aussi mémorielles et les collectivités locales participent aussi à cette transmission. Elles organisent des événements, des commémorations ou des projets éducatifs qui permettent de maintenir la mémoire du site vivant. Dans un contexte où les témoins directs disparaissent progressivement, le patrimoine matériel et notamment les bâtiments militaires deviennent un relais essentiel de la mémoire collective. Pour conclure, puisque j'étais très limitée dans le temps, l'étude d'un bâtiment militaire montre que le patrimoine et la mémoire militaire reposent sur 3 éléments essentiels: les sources, la méthodologie et la transmission. Les archives écrites, numériques, matérielles et orales permettent de reconstituer l'histoire du site. Une méthode rigoureuse garantit une analyse critique et contextualisée. Enfin, la transmission donne tout son sens à ce travail. Ainsi, un ancien fort ou un château militaire n'est pas seulement un vestige du passé. Il devient à la fois un objet d'histoire, un support de mémoire et un outil indispensable pour comprendre et transmettre l'héritage militaire aux générations futures. Voilà ce que je voulais dire en introduction sur le sujet d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Myriam. C'est super intéressant parce que ça pose vraiment le contexte. Ça permet de rappeler le cadre dans lequel on travaille quand on est confronté à ces questions de patrimoine et de mémoire militaire. Qu'est-ce qui est important, notamment les questions d'éthique, hein, puis on y reviendra. Et donc, je pense que vous avez vraiment très, très bien introduit ce séminaire et puis toute la suite des, des interventions qu'on aura plus tard. Avec Davy, on va creuser un petit peu plus sur la question de la numérisation, parce que finalement, numériser, il y a aussi, c'est un geste technique, mais qui a aussi c'est pas un geste qui est neutre. On a tendance à l'oublier, mais quand on change de support, ça veut dire qu'on fait des choix, on change, on déplace, on recadre
on change le statut de l'archive et avec des effets très très concrets sur la manière dont ces archives sont comprises et transmises. Et il y a aussi donc cette question de comment on les collecte, comment on les organise pour qu'elles soient le plus accessibles possible. Et Davy, eh ben, je te laisse la parole, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Moi, je suis effectivement historienne. Ma spécialité, comme l'a expliqué Janaïne, c'est la captivité pendant la Première Guerre mondiale. Mais j'ai l'habitude de travailler sur des trajectoires personnelles, c'est-à-dire que je travaille plus sur une personne, que j'élargis en fait sur un camp, hein. Je reste pas, parce qu'il y avait plusieurs camps de prisonniers. L'idée étant de regarder un peu ce qui se passe au niveau personnel pour arriver ensuite à élargir à la grande histoire. Ça change un peu de partir du bâtiment et voilà, c'est un peu ma façon de faire. Et en fait, pour faire ça, on est obligé, comme le disait Myriam, de recouper beaucoup de sources, des sources très variées, en archives publiques, en archives privées, puisque je dialogue énormément avec les descendants. Un peu spécial, mais c'est aussi une façon de faire. Ça prend beaucoup de temps, mais ça vaut le coup. Et donc, mon idée, en fait, c'était de numériser certaines archives publiques pour pouvoir les mettre à disposition des descendants. Donc, effectivement, là, on a des questions qui se posent. D'abord, comment numériser? C'était la première question, parce que en fait, je travaille sur ce qu'on appelle des archives orphelines, c'est-à-dire un fonds qui malheureusement n'a pas été, enfin n'est pas connu, n'a même pas été inventorié. C'est le fonds Médaille des évadés 14-18. Et ce fonds, déjà, on ne savait pas exactement quel volume il avait, donc on le découvre au fur et à mesure. Donc c'est vrai que les premières fois où j'ai ouvert les premiers dossiers, il a fallu faire des choix. Qu'est-ce que je numérise? Est-ce que je numérise tout ou est-ce que j'enlève certains papiers? Parce que ça représente finalement un volume assez conséquent. 97 cartons, ça fait 10 mètres linéaires pour ceux qui sont en archive, vous voyez à peu près. Sachant que je suis toute seule à travailler dessus, donc c'est un peu compliqué et qu'il y a beaucoup d'éléments métalliques. Donc on a aussi ce problème-là. Donc, il a fallu effectivement faire des choix. Moi, j'ai finalement opté pour tout numériser, ce qui me prend un temps fou, mais au final, ça vaut le coup. Et ensuite, il faut passer en base de données pour pouvoir ensuite les mettre à disposition des descendants. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup de questionnements, puisqu'il a fallu faire des choix. Par exemple, si je veux cartographier les camps par lesquels sont passés les prisonniers, je suis bien obligée de faire une catégorie lieu d'internement. Sinon, ça marche pas. Donc voilà un peu enfin les questionnements que j'ai eus. Et maintenant, effectivement, j'ai un autre petit problème dont on avait parlé avec Janaïne la dernière fois, c'est qu'il faut mettre en ligne. Et il y a plusieurs options, c'est toujours un peu compliqué. Ça prend forme, hein. On dialogue aussi avec les descendants par rapport à ce que je leur propose et ce qu'on peut améliorer ou non. Mais ça fait partie des choses qui ça me semble primordial en fait, le dialogue avec les utilisateurs pour les archives ou avec les descendants en tant qu'historien ou généalogiste, je pense que c'est extrêmement important. Pareil pour des associations qui gèrent des lieux, il me semble que le dialogue, ça reste primordial. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais discuter, je pense, pendant des heures. Merci David. Mais c'est bien parce que du coup après on va nourrir les échanges et il y a tellement de choses à raconter. Et donc c'est bien parce que là on voit vraiment voilà, on commence à apercevoir les choix et la problématique que ça implique quand on est confronté à ces fonds d'archives, qu'est-ce qu'on en fait, comment on les met en ligne. Et du coup on va continuer avec Marion qui du coup elle travaille beaucoup sur qu'est-ce qu'on fait de toutes ces archives qui sont en ligne et de toutes les problématiques que ça peut aussi poser du coup. Juste, il y a eu une question dans le chat de où est conservé ce fonds? Une question pour Davy. Oui, il est conservé au CAPM de Pau. Le CAPM, c'est le Centre des archives du personnel militaire, si ma mémoire est bonne. Normalement, ils ne conservent pas les archives aussi anciennes, c'est-à-dire qu'ils conservent toutes les archives du personnel qui est né à partir de 1921.
théoriquement. Ce qui a posé des gros problèmes aussi pour le retrouver. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Oui, alors je prends la suite. Donc effectivement, on travaille donc notamment avec Janaïne sur des projets de gestion d'archives numériques et notamment, je vais prendre en exemple un projet qu'on mène avec le futur mémorial du camp de Gurs, donc un camp dans les Pyrénées-Atlantiques, un camp d'internement de la Seconde Guerre mondiale, internement et déportation avec plusieurs dizaines de milliers d'internés d'un très grand nombre de nationalités. Et donc dans le cadre de la construction d'un mémorial plus important, il y a en parallèle cette collecte et cette création d'un catalogue d'archives qui concerne ce camp. Et donc ça nous a occupé énormément. Et c'est mon point de départ parce que le travail qu'on fait là aujourd'hui avec Janaïne autour de ces archives, je pense qu'il n'aurait pas été possible il y a 10 ans, ou même peut-être il y a 5 ans. C'est-à-dire que derrière mon ordinateur, aujourd'hui, je suis capable de créer un catalogue. Ça me prend beaucoup, beaucoup de temps, mais de créer un catalogue qui repose sur des archives qui sont conservées dans le monde entier, puisque évidemment, sur un camp aussi massif que le camp de Gurs, il y a des fonds qui sont éclatés dans un grand nombre de pays, et même sur, ne serait-ce que sur la France, dans énormément de fonds d'archives. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté qui est assez récente et qui est en train de s'intensifier puisque de plus en plus de centres de conservation d'archives mettent en ligne leurs inventaires, parfois mettent en ligne les documents eux-mêmes. Et donc évidemment, c'est génial, hein. On a un accès incroyable à distance, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Mais évidemment, cette manne de documents, elle va aussi avec on parle d'intelligence artificielle, on va effectivement en parler tout à l'heure, je pense. Cette manne d'informations en ligne, elle a aussi des défauts, des risques. Alors, je vais rebondir sur le titre du webinaire qui est du papier au numérique, parce que je pense qu'un des premiers défauts quand on numérise, c'est qu'on va surreprésenter le papier, parce que ça va être ce qui va être le plus simple à numériser et à mettre en ligne. Évidemment, dès qu'on veut numériser, photographier des objets, par exemple, enfin, entre un document A4 et une hallebarde, j'en sais rien, ça va évidemment être beaucoup plus simple de mettre en ligne du papier. Donc, il va y avoir progressivement quelque chose qui va se creuser entre des fonds qui proviennent d'archives papier et des fonds qui sont de la vidéo, de l'audio, des choses beaucoup plus lourdes ou complexes à mettre en ligne. Et puis le fait que numériser et mettre en version dématérialisée des archives, c'est un temps et une énergie absolument colossales. Ça implique aussi que ce sont les gros centres d'archives qui vont être surreprésentés en ligne quand on fait des recherches. Et donc, on va avoir une sorte d'écrémage avec des institutions qui vont mettre beaucoup, beaucoup de choses en ligne et beaucoup de lieux de conservation privés ou associatifs qui ont des pépites dans leur fonds, qui ne vont pas avoir les moyens de les mettre en ligne. Peut-être que Céline, à un moment, pourra faire un petit clin d'œil à un projet qu'on est en train d'envisager pour que des petits lieux de conservation puissent aussi avoir la possibilité de montrer leur collection. Donc ça, c'est un petit élément qui est en train de se jouer. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de choses en ligne, ça devient aussi complexe de chercher et on va avoir besoin non seulement de moteurs de recherche dans le centre d'archives qui est concerné, mais de plus en plus d'agrégateurs de données qui vont permettre d'être des portails vers plusieurs fonds d'archives. Alors, on connaît tous France Archives parce qu'évidemment, c'est le plus gros portail et qui renvoie vers beaucoup, beaucoup d'institutions. Mais sans ce type de moteur de recherche supplémentaire, on a de plus en plus de difficultés à chercher. Davy a mentionné le fait de passer en base de données. Il y a cette bascule de comment est-ce que je vais suffisamment mettre des tags, des éléments qui vont inventorier tous ces fonds pour que j'arrive à naviguer dans des dizaines de milliers de données. Selon les sujets, c'est vraiment vertigineux. Euh, et là, je parle que de la France pour l'instant, mais donc évidemment, dès qu'on essaye aussi de passer à l'international, on se retrouve face à des problématiques qui sont aussi très complexes. Je pense qu'il y a un fantasme qui est celui de se dire, en tout cas pour les centres d'archives, on va tout mettre en ligne, et comme ça, les gens vont pouvoir se débrouiller et ils trouveront l'information par eux-mêmes. C'est vrai dans une certaine mesure, hein, ça a soulagé beaucoup de lieux de conservation qui ont beaucoup moins à aller chercher certaines données.
mais ça n'a pas tout solutionné. Il y a encore un amour aussi du document original qui est très important, hein. Je pense que Davy s'y retrouvera. Les familles, elles ont besoin aussi de voir une fiche d'internement, un document, de se rendre compte. Donc, je suis pas certaine que ça ait tant que ça fait baisser les demandes. Je pense aux archives départementales des Pyrénées-Orientales qui ont mis en ligne l'intégralité des fiches d'internement de ceux qui sont arrivés pendant la retirade et qui ont été internés dans le département sur la Seconde Guerre mondiale. C'était un travail qui a duré plus d'une dizaine d'années et qui a été absolument massif. Pour autant, il y a encore des gens qui veulent voir l'archive et qui veulent y accéder. J'ai même une petite anecdote pour vous faire rire à ce sujet. J'ai participé il y a quelques années à un documentaire sur Erich Schramm qui a été interné au camp de Rivesaltes et qui a été sauvé au Chambon-sur-Lignon. Et donc dans le cadre de ce documentaire, le documentariste me dit, bon, moi, je vais vous filmer en train d'aller chercher des informations sur ce monsieur. Et moi, quand je vais chercher des informations au mémorial sur un interné, tout est dans des fichiers Excel, tout est dématérialisé. Et pour lui, c'était inconcevable de filmer ça, hein. Donc, il a fait faire des facsimilés et il m'a filmé en train de prendre un dossier sur une étagère qui évidemment n'était pas du tout dédié à ça dans la vraie vie. Pour pouvoir voilà, montrer que j'ouvrais des dossiers d'archives et que je consultais des archives papier, ce qui m'a mis évidemment très mal à l'aise puisque ça n'était absolument pas représentatif de mon travail. Mais je trouve que c'est parlant sur le fait que il avait besoin de montrer ça et il estimait que le public ne comprendrait pas de me voir en train de consulter des fichiers Excel. Donc, la mise en ligne des archives, elle a vraiment fait faire un grand bond vers l'accessibilité des archives. Ça, c'est extraordinaire. Sur la conservation, ça a permis évidemment d'un peu moins tripoter des originaux. Et donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue aussi sur les documents qui sont conservés. Mais ça va avoir quand même des impacts sur l'intégrité des archives aussi, puisque quand c'est numérique, on peut plus facilement euh, tronquer, couper, en tout cas utiliser le morceau dont on a besoin, hein. Donc ça en perd aussi un petit peu la garantie que le document va être utilisé à bon escient. Et puis la traçabilité aussi va être parfois très compliquée. On va avoir une archive qui va être utilisée en version numérique par un lieu qui va le mettre en ligne, qui va être récupéré parce que on le trouve sur Google Images par un autre chercheur. Et au final, on perd un petit peu la source. Là, on travaille actuellement avec Janaïne sur une exposition pour Moissac, pour laquelle je remonte le fil de certaines archives et c'est parfois extrêmement compliqué de savoir d'où viennent les documents, qui sont les ayants droit. Ça pose beaucoup de problèmes parce que la personne qui a fait la maquette de l'exposition a pris beaucoup de choses qui étaient en ligne, mais évidemment, c'est pas forcément sur le site d'origine et donc ça crée pas mal de questions. Je vais peut-être terminer en faisant une petite mention de données sensibles. Quand on travaille sur des humains, on peut pas tout mettre en ligne. Donc il y a aussi une mise à disposition du public qui peut être limitée. La CNIL encadre quand même assez lourdement ça par données sensibles. Alors il y a évidemment les données médicales, mais là c'est des délais de communication qui sont déjà bien encadrés par le droit qui se pose aux archives, mais c'est aussi des données religieuses, ethniques, politiques qui sont très souvent mentionnées sur les fiches d'internement, par exemple. On va avoir des tampons juifs, anarchistes, communistes, des choses comme ça. Donc là se pose la question de est-ce qu'on le met en ligne? Est-ce qu'on le mentionne? Est-ce qu'on permet d'en faire un filtre de recherche, hein? Par exemple, pour le Fonds des archives départementales 66, qui a donc numérisé ces fiches d'internement, la question a été on le mentionne sur la fiche. Si je cherche une personne, je vais voir que elle a été indiquée comme juive sur sa fiche. En revanche, je ne peux pas extraire massivement des données à partir de ce filtre de recherche. Je peux pas dire, ah, je voulais savoir combien il y avait d'anarchistes dans le camp ou de gens qui ont été fichés comme homosexuels. Ça ne peut pas être un élément qui permet de trier. Et ça, c'était une recommandation de la CNIL. Donc voilà, en tout cas, ça pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on s'autorise et qu'est-ce qu'on accepte. Je vais clôturer là pour l'instant et puis on va peut-être
faire le reste autour de questions. Merci beaucoup. C'est intéressant parce que ça montre à quel point on est dans un paradoxe, qu'à la fois on n'a jamais autant numérisé, on n'a jamais mis autant de choses en ligne, et en même temps, il y a une vraie difficulté à ne pas perdre ces archives, à les noyer dans une masse de données. Ça change complètement aussi du coup nos manières de travailler. Et comme tu disais Marion, il y a 10 ans, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on fait. Je pense que Davy, Myriam, vous partagez le même sentiment. Et ça me fait aussi rebondir sur la question du coup de l'IA. Je pense que l'IA, ça méritera un webinaire complet, mais c'est vrai qu'on peut déjà le questionner sur la façon dont ça change les processus de numérisation. Ça pose la question aussi des représentations, des cadres et des imaginaires, sur les questions des données sensibles. Qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Est-ce que vous voulez rebondir? Par exemple, juste aujourd'hui, on peut, grâce à l'IA, oui, connaître, par exemple, sur un personnage, un communard, par exemple, euh, toutes les sources que l'IA peut extraire et j'ai fait le test parce que je travaille en ce moment sur une base de données qui s'appelle Prosopome 1871 et c'est vrai que j'avais un communard pour lequel j'avais déjà bien travaillé. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que l'IA peut apporter sur ce personnage-là? Et en fin de compte, en tapant le nom, le prénom, l'année de naissance, la date de décès, et ben, j'ai eu des sources que moi-même, j'avais pas eues. Donc, ça veut dire que quelque part, l'IA peut aussi, je me suis rendu compte que l'IA pouvait mettre en avant des fonds auxquels j'avais pas pensé accéder pour travailler sur ce personnage-là. Alors, c'était un communard, mais ça peut se faire sur, je pense, plusieurs. Donc, l'IA peut apporter. Par contre, il faut se méfier, forcément. Il faut aller à la source. Faut toujours, de toute façon, à partir du moment où c'est numérisé, faut toujours aller à la source. Et tellement bien, c'est que quand je travaille sur des déclarations de succession, les notaires demandent les actes de naissance dématérialisés, les actes de décès dématérialisés au départ. Donc, c'est l'état civil dématérialisé, ce qu'on appelle. Et en fin de compte, toutes les mentions marginales qui doivent être sur un acte de naissance initial ne sont pas toutes indiquées. Donc, si le notaire reçoit un acte de naissance dématérialisé où il n'y a pas de mention de mariage, pour lui, c'est pas marié. Il est pas marié ou la personne recherchée n'est pas mariée. Mais si on va à l'original et qu'on demande l'acte initial, on a la mention du mariage. Donc, ça veut dire que entre l'acte original et l'acte numérisé, s'il n'y a pas un suivi et faire vivre cet acte numérisé comme on fait vivre un acte d'état civil au papier, eh ben on va se retrouver avec un état civil non renseigné et toutes les mentions marginales qui existent depuis le code de Napoléon et qui ont évolué au cours des siècles, eh ben, toutes ces mentions-là, elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Voilà. Et c'est vrai que l'archive numérisée peut devenir une archive morte si on ne la fait pas vivre. Voilà, c'était mon... Merci Myriam. Oui, peut-être un petit point sur l'intelligence artificielle. Effectivement, aujourd'hui, les moteurs de recherche arrivent très bien à chercher dans des documents qui ont été transcrits, hein, où les lettres ont été tapées par ordinateur. La question, est-ce que pourrait apporter de façon incroyable l'intelligence artificielle, c'est d'aller vraiment plus loin dans les OCR, donc les reconnaissances optiques de caractères, et de faire de la recherche plein texte déjà dans des documents qui sont des images numérisées et qui n'ont pas été transcrits. Et ça, évidemment, ce serait un gain de temps qui serait absolument incroyable. Ça nécessite beaucoup, beaucoup d'avancées encore. Je pense qu'il y a des outils qui font ça déjà pas mal, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Je vais peut-être prendre l'exemple On a travaillé avec Janaïne sur un projet autour de ça et on a eu des stagiaires en intelligence artificielle qui ont beaucoup creusé cette question. Et donc je vous partage parce que moi je connaissais pas du tout et j'étais très novice là-dessus. Mais donc pour pouvoir entraîner une reconnaissance optique de caractère, par exemple, à lire dans une image des lettres, ben, il faut l'entraîner sur des milliers et des milliers de lettres équivalentes. Donc par exemple, si je veux réussir à lire un mot qui commence par un C, il faut que mon intelligence artificielle, elle ait vu
d'essais écrits à la main par des dizaines de milliers de personnes différentes sur énormément de documents différents pour qu'elles puissent se dire, ah, ça c'est un C parce que j'en ai vu plein, 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 plein et je sais que ça peut ressembler à ça et que même s'il est mal formé, etc., je vais le reconnaître. Pour pouvoir entraîner une intelligence artificielle sur ce genre de choses, ça veut dire qu'il faut avoir des documents d'entraînement et donc avoir accepté de dédier des fonds à de l'entraînement d'intelligence artificielle, ce qui pose aussi certaines questions éthiques. Et puis le document d'entraînement, c'est-à-dire donner à l'IA une image avec donc des mots écrits à la main et lui donner la réponse. Donc avoir aussi des fonds qui sont déjà transcrits, sur lesquels le travail a déjà été fait, pour lui dire, regarde, dans toutes ces images où il y a des mots comme ça, c'est bien ces mots-là et qu'elle apprenne à faire le lien entre les deux pour ensuite générer elle-même les réponses sur des documents sur lesquels elle n'a pas travaillé. Donc il y a quand même pas mal d'étapes et encore une fois des enjeux à questionner sur qu'est-ce qu'on accepte de mettre à la disposition de l'IA pour qu'elle se fasse les armes et quel est le ratio entre le bénéfice que ça va apporter et le risque ou en tout cas l'envie qu'on a de proposer tous ces documents. Il y a la question de l'interprétation aussi. C'est qu'à un moment, on attend que l'IA aille connecter des données et comment on fait en sorte qu'elle est capable de comprendre que cette donnée vient de tel contexte, qu'il y a tel risque éthique, enfin, ça pose énormément de questions et ouais, je pense qu'on dédiera un webinaire entier à ça, à un moment. Lévi, peut-être un retour sur ça? Oui, je veux bien, dans le sens où c'est quelque chose que j'essaye d'utiliser beaucoup. En fait, mon mari travaille sur l'IA, donc c'est vrai que des fois, on croise un peu nos métiers. Et c'est vrai que j'ai beaucoup suivi l'évolution de l'IA. Je trouve que c'est quand même un peu mieux au niveau ossérisation. On a quand même un net progrès là depuis peu. Cela étant dit, c'est vrai que je travaille autant sur des archives manuscrites que des archives tapées à la machine, mais aussi des archives en allemand gothique. Et là, c'est plus compliqué. Autant le dire, c'est pas encore fiable. Et c'est vrai que le gros souci qu'on a par rapport à la lecture en ossérisation, c'est que souvent l'IA fait quand même des erreurs, mais des erreurs qui peuvent être très graves, hein. C'est vrai que moi j'ai eu des cas où elle inversait complètement le sens en fait de l'écrit, ce qui était très problématique au final. Donc je pense que il faut surveiller, ça va se développer, on va arriver à quelque chose de bien. Maintenant, là où j'ai encore de grosses craintes, c'est en ce qui concerne l'indexation, hein, pour reprendre la question de Bruno Gachet. C'est que déjà, en tant qu'humain, des fois, on a du mal à se dire, OK, je vais mettre telle catégorie. Je reprends l'exemple du camp dans les Pyrénées. C'est vrai que on a déjà du mal, nous, à se dire, OK, est-ce que je mets cette catégorie-là? Est-ce que, de manière éthique, est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? Ou encore, est-ce que le chercheur ou les descendants qui vont faire leur recherche vont avoir besoin de telle catégorie? Et ça, pour l'instant, pour moi, en tout cas, je suis pas sûre que l'IA soit capable de le faire. Il y a des choses qu'on va voir apparaître au fur et à mesure où on va éplucher un fond et où on va se rendre compte que, bah oui, il y a ça qui revient, ok, on peut en faire une catégorie. Pour l'instant, l'IA, moi, je reste un peu sur mes gardes à ce sujet-là. Ça va peut-être évoluer, hein, mais... Merci David. En même temps, on en est encore un peu, je dirais pas dans les débuts, parce qu'en vrai, ça fait des années qu'on travaille sur ces questions-là, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à explorer et que les prochaines années, effectivement, elles vont être assez intéressantes et on va suivre ça de près. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat? Oui, alors, Christian Signoret, quel recul a-t-on sur la pérennité des archives numériques? Entre parenthèses, nouvelles techno, nouveaux logiciels, compatibilité, et plus généralement, quels outils informatiques utilisera-t-on en 2050? Mhm. La question à 100 000 dollars. Est-ce que vous avez des... Comment vous positionnez toutes les trois là-dessus? Alors, je n'ai pas une réponse de première main, mais mon collègue de bureau qui travaille aux archives départementales des Pyrénées-Orientales, je sais que c'est un sujet qui l'anime beaucoup et qui est vraiment
très épineux pour tous les centres de conservation d'archives. Et c'est vrai que souvent, on oublie la question des logiciels et du fait que nos logiciels se périment d'une certaine manière. On a l'impression qu'on ouvre un PDF tous les jours et que c'est la même chose. En réalité, il y a beaucoup de mises à jour, de choses comme ça. Donc, ça pose beaucoup de questions pour les centres d'archives, d'avoir des sortes de, de logiciels qui viennent interroger très, très régulièrement des archives pour voir si elles s'ouvrent toujours, pour voir si elles, le chemin qui mène à elles fonctionne toujours. Donc ça, c'est un élément qui est très, très lourd pour les centres d'archives. Et on n'a peut-être pas fait le distinguo parce qu'on parle là dans ces échanges sur des archives qui ont été numérisées a posteriori, mais évidemment, on va rentrer dans une phase où on aura des archives numériques natives principalement dans les centres d'archives et où donc là, la question encore une fois, de l'intégrité de l'archive, de comment elle peut ne pas être falsifiée, quelle est vraiment l'original, si une administration verse ses emails, ses documents, comment est-ce que on garantit qu'ils sont d'origine. Euh, voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de questionnements qui vont demander, je pense, des efforts financiers et en termes d'énergie et de mise à disposition des équipes pour tous les centres d'archives professionnels qui vont être assez énormes. Donc, je pense, le très, très gros chantier des 20 prochaines années, hein. Alors moi-même, Liliane, je voudrais pas revenir, pardon, excusez-moi. Moi-même, je voudrais pas trop revenir en arrière, mais vu mon âge, j'ai quand même un certain nombre d'années d'expérience, de numérisation, d'ordinateur. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans que je suis installée et j'ai différents supports, forcément. J'ai parfois réussi à tout transmettre sur de nouveaux supports. Alors, je parle pas d'IA parce que à cette époque-là, ça n'existait pas, mais le problème existait quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 3 ordinateurs différents dans ma salle d'archives pour pouvoir essayer de récupérer quelques données sur lesquelles j'avais travaillé il y a parce que quand on transfère d'un ordinateur à un autre, le problème sera le même pour les archives numérisées. D'ailleurs, les archives nationales organisent régulièrement des colloques sur ces archives dématérialisées. Euh, est-ce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on garde toujours le papier et que la destruction, une fois numérisée, je dirais, ne solutionne pas les mètres linéaires manquants dans les dépôts d'archives, puisqu'on garde les archives originales. La numérisation, et avant le microfilmage, la numérisation, c'est surtout pour protéger l'archive. On est bien d'accord, l'archive, bon, ça a été fait dans cette optique-là. L'IA, ben oui, et il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, quand on parle d'archives numérisées, ça ne concerne, si on lit les rapports, que 3% des archives qui existent dans les archives françaises. Donc 3%, c'est rien. Quand les gens disent il y a tout sur Internet, tout est numérisé, je suis désolée, il faudra continuer à aller en archive. Ça, c'est quelque chose de primordial. Il faudra continuer à travailler sur le document. Et pour preuve, c'est qu'aujourd'hui, l'indexation, c'est bien, mais ça ferme des portes pour des chercheurs qui ne sont pas, je dirais, assez instruits de la masse d'archives qui existent. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'allais aux archives des affaires étrangères, je trouvais des choses que je ne trouve plus aujourd'hui parce que c'est pas indexé. Donc, ça veut dire aussi que cette indexation, elle est quand même choisie et je trouve que ça a, enfin, pour ma part, ça a limité beaucoup la possibilité de trouver des choses que personne ne savait. Aujourd'hui, tout est indexé et numérisé et tout le monde sait ce qu'il y a. Mais ce qu'il n'y a pas, personne ne le sait. Vous voyez ce que je veux dire? Et la numérisation et l'indexation et autres, c'est toujours la même chose. L'indexation, si elle n'est pas bien faite, vous ne trouverez jamais ce que vous cherchez. Par contre, si vous allez en archive et que vous savez chercher, vous trouverez. Vous voyez ce que c'est? Enfin, je ne sais pas si je suis claire, excusez-moi. Mais je ne voudrais pas revenir trop en arrière. Mais c'est vrai que ce que vous soulevez aujourd'hui, c'était déjà soulevé au moment des ordinateurs, du microfilmage, des premières indexations. Voilà juste ce que je voulais dire. Merci. Donc, c'est intéressant parce qu'effectivement, ça invisibilise ou en tout cas, Oui, tout à fait.
ça met le projecteur sur certains éléments et du coup, le reste, on va beaucoup moins les voir et moins avoir tendance à aller farfouiller, chercher et s'y Mhm. intéresser. Mm. Voilà. Davy, peut-être un retour autour de la base de données. Quand on a préparé le Oui, webinaire, on a discuté un peu de ces évolutions, donc c'était oui, assez oui, j'y intéressant. pensais justement parce que effectivement, j'ai ce problème-là avec la pérennité, c'est-à-dire que j'ai essayé plusieurs solutions pour mettre en ligne les bases de données et je suis obligée de revenir en arrière sur une de mes bases de données, ce qui m'embête parce que j'ai utilisé en tout cas, je ne sais pas si vous connaissez Eurist, Non. c'est un principe de base de données qui a été créé pour les sciences sociales. C'est totalement gratuit, on peut tout faire en ligne. Mais voilà, le problème, c'est que c'est en ligne. C'est-à-dire qu'on est totalement dépendant des crashs qu'il peut y avoir. Et il y en a de temps en temps, malheureusement. Et autre chose, enfin, toute bête, mais moi, quand je fais de l'upload enfin, quand je rentre, pardon, des fiches sur ma base de données, c'est vrai que je peux le faire dans le train, parce que je me déplace beaucoup. Et si c'est en ligne, eh ben, je suis un peu coincée. Donc, il y a des choses, en fait, voilà, faut réfléchir. Là, c'est vrai que je suis en train de revenir en arrière, de reprendre en main en local sur mon ordinateur, ce qui demande aussi un peu de temps, hein, bien sûr, c'est pas très simple, pour pouvoir en fait réfléchir à comment faire pour pérenniser la chose. Et c'est pas si simple que ça. En fait, on se rend compte enfin, pour l'instant, en ce qui me concerne, j'ai absolument pas trouvé de solution qui me convienne totalement. C'est vraiment pas du cas par cas, ni du coup par coup, mais on se dit, bon, ok, on teste ça, bon, bah ça marche pas, on revient, on reteste autre chose. C'est- Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de solution miracle et il va falloir effectivement tout le temps s'adapter. En fait, c'est aussi bête que ça, parce que là, pour l'instant, quelque chose qui fonctionne très bien, est-ce que demain, ça sera encore valable? Le problème est là, et je pense qu'au niveau des archives départementales, il y a à peu près le même problème. J'en vois beaucoup qui rechangent le format de présentation, enfin tout même le logiciel interne en fait pour tout remettre en place. Donc je pense qu'il n'y a pas que à mon petit niveau d'historienne que je vois le problème, hein. Je pense que c'est généralisable. Mm, absolument. Et du coup, là, je pense aux associations qui sont notamment présentes et qui peut-être commencent un projet de base de données ou de structuration de leurs données ou qui réfléchissent à ces questions. Est-ce que vous avez peut-être un conseil à leur donner ou des repères, des petits éléments qui peuvent les aider? Alors oui, ça va dépendre vraiment déjà des budgets. Moi, c'est vrai que je travaille beaucoup. Alors, j'aime pas trop faire de la pub, mais bon, je vais citer quand même des noms, hein, parce que sinon, je parle dans le vide. Moi, je travaille beaucoup avec FileMaker parce que c'est quand même plus facile d'accès, en fait, pour quelqu'un qui a jamais fait de la base de données. Après, sur certaines associations, pour certaines associations en tout cas, là, je suis en train de travailler avec eux parce qu'ils ont fait les bases de données sous Excel, ce qui n'est pas infaisable. Mais déjà, pour mettre des liens vers des documents numérisés, ça complique grandement la chose, voire même c'est pas possible. Donc là, on est en train de transférer effectivement sur FileMaker pour créer des bases de données qui soient un peu plus vivantes. On parlait d'archives vivantes. Pour moi, c'est vrai que juste un lien, c'est un peu problématique. Je préfère avoir la fiche qui s'affiche tout simplement. Donc, je pense pas qu'il y ait des solutions vraiment miracles à proposer, hein. Honnêtement, c'est malheureux, hein, mais je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir. Ça, c'est sûr et certain. Il faut essayer d'y réfléchir un maximum avant de se lancer. Pour moi, c'est le primordial. Et puis savoir ce qu'on veut faire. Et le problème, c'est, voilà, encore choisir quelle catégorie on veut mettre, etc. Après, quand on gère soi-même la base de données, c'est pour ça que je pense à FileMaker, ça permet de rajouter des catégories au fur et à mesure. Donc on n'est pas complètement perdu non plus. Alors que quand on est sous d'autres formats, je suis pas certaine que ça soit si facile que ça à faire. Absolument.
Pour les petites associations, pour les petites structures, j'aurais envie de dire fédérez-vous. La mise en ligne, la numérisation, c'est des choses qui prennent du temps, de l'énergie, des coûts aussi, parce que si on veut se doter d'un logiciel, etc., euh, prendre de l'espace sur des serveurs, enfin, tout ça, c'est quand même des choses qui pèsent sur des petites structures encore plus. Alors, c'est pas pour rien qu'on est réunis aujourd'hui à l'initiative de Patrimoine Oralpin, hein, parce que des fédérations comme ça qui mettent autour de la table différentes petites structures, c'est essentiel pour essayer de partager les problématiques et se demander comment est-ce que on va faire les choses ensemble pour alléger tout ça. C'est aussi l'occasion de se faire découvrir mutuellement les collections, enfin voilà, ce qu'on a et ce qu'on pourrait faire, et de faire des choses ensemble. Et ça me paraît vraiment indispensable. Dès qu'on est petit, on n'a pas tellement le choix, hein. Créer sa propre base de données quand on est un petit lieu de collection associatif, c'est vraiment une montagne. Il vaut mieux la gravir à plusieurs. Et je reviens sur des petits lieux de collection parce que j'ai parlé tout à l'heure rapidement d'international. Là, on a beaucoup parlé de la France. Donc, sur le projet autour du camp de Gurs, on a vraiment beaucoup, beaucoup de fonds qui sont à l'étranger. Et c'est intéressant de voir à quel point ça fonctionne aussi très différemment de ce que la France propose, hein. On a beaucoup institutionnalisé et mis les collections dans des fonds publics en France. Donc, on a quand même un accès qui est aussi relativement facilité. Et puis encore une fois, des portails comme France Archives qui vont permettre d'avoir une vue qui est pas parfaite, mais qui est quand même assez globale sur certains éléments. Là, j'ai découvert notamment en travaillant sur Gurs à quel point les universités dans les autres pays sont des détenteurs d'archives absolument incroyables, alors notamment pour les États-Unis, hein, mais sur le camp de Gurs, on a des archives dans une bonne quinzaine d'universités différentes dans toute l'Amérique du Nord, ce qui paraît enfin, assez inimaginable en France que ce soit les universités qui soient des lieux de collection aussi puissants. Beaucoup de fondations privées aussi, évidemment. Et puis, selon la structure du pays, pour l'Espagne, par exemple, beaucoup de petites municipalités, de petites paroisses qui ont ces documents qui vont être éclatés. Et donc, ça nécessite aussi d'aller chercher dans des fonds qui sont pas du tout en ligne, qui sont très peu répertoriés, très peu inventoriés. Oui, je voulais signaler aussi le problème aujourd'hui qu'on peut rencontrer sur les permaliens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand un dépôt d'archives change son système, bah, quand vous avez, vous, indexé des images avec un lien permalien et que le changement de programme fait que l'adresse change, et ben, vous ne trouvez plus votre image. Donc, si vous voulez, ça aussi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire, si les permaliens sont pas constants, et définitif, et ben, un travail qu'on aura fait aujourd'hui, ben, peut-être dans 5 ans, n'aura plus la même valeur. Voilà, je voulais signaler ça. C'est important de le savoir aussi. Je viens de lister 4000 permaliens dans un tableau géant. Myriam, ne dites pas ça. Bien Je sûr. vais pleurer. Eh ben, écoutez, moi, je suis allée à une conférence à Pierrefitte sur le problème et malheureusement, il y a pas de solution. Quand ça change, ça change. Je quitte ce webinaire. On a une autre question de Christian Signoret sur la question des coûts énergétiques liés à l'archivage, fonctionnement des Ah, je serveurs, sais pas. sauvegarde et l'IA. Est-ce que vous avez des données un peu, peut-être? Aucune. J'ai pas de chiffres précis. On sait qu'une recherche IA est au moins 5 fois plus énergivore qu'une recherche, même plus, je suis en dessous des barèmes, hein, qu'une recherche lambda. Et effectivement, on a des problématiques énergétiques qui sont indéniables. Après, faire fonctionner un centre d'archives avec un contrôle de l'hygrométrie, de la température toute météo, c'est aussi des coûts énergétiques, hein. Les archives, c'est une question écologique assez massive et oui, c'est pas très positif ce que j'aurais à dire dessus. Oui. Davy? Oui, pardon, c'est pas tout à fait sur les coûts énergétiques en tout cas, mais je rebondis un peu sur ce que disait Marion tout à l'heure de se fédérer quand on est des petites associations. Là, typiquement pour les serveurs, ça vaut vraiment le coup de se fédérer. Ça permet d'avoir un serveur à moindre coût, c'est le cas de le dire. Bon, c'est pas, ça enlève pas le coût énergétique en soi, hein, mais
en tout cas pour des associations qui n'ont pas forcément les moyens, ça va limiter le budget surtout. Mm, absolument. Après, je pense qu'il y a un changement de pratique aussi. La question, c'est pas d'interdire, d'arrêter l'IA. On ne reviendra pas en arrière. On a vu qu'il y a quand même Ah non. un Il y a des potentiel avantages, intéressant, mais oui. c'est la façon dont on gère, quel est le modèle, enfin, voilà, comment on entraîne les modèles et d'avoir une vision tournée vers l'environnement derrière ces modèles et pas juste se dire on construit des énormes data centers et on se fout complètement de savoir quel impact ça aura. Je pense que vous avez peut-être une petite idée de qui je fais référence. Je ne citerai pas dedans. Sur ça, il est 10h59. Je pense qu'on est arrivé au bout de ce webinaire. Est-ce qu'on a Ah si, on a une dernière question pour nous gâcher. Est-ce que ce serait pas intéressant que le SIAF, donc le Service interministériel des archives de France, développe un outil de gestion de bases de données dédié aux archives dont la pérennité serait suivie par un service public unique, mais peut-être que cela existe. Ce Vous serait avez bien. idée? Alors, je pense franchement que ça serait super intéressant, mais en mise en pratique, j'ai quelques petits doutes dans le sens où une base de données en fonction de l'archive, on va pas avoir les mêmes besoins. Et c'est là où je sais pas trop comment ils pourraient gérer ça. Là, j'avoue que c'est un questionnement qui reste ouvert. C'est vrai que c'est à creuser. Moi, je sais qu'il y a un projet SOCFACE autour de l'intelligence artificielle pour le coup. Mais après, on a peu de Mm. données à creuser. Je note pour le prochain webinaire, Bruno. Peut-être pour le mot de la Euh, fin, j'aimerais rappeler que là, on parle d'archives évidemment, donc de documents qui nous ont précédés, mais n'oublions pas que nos documents de travail du quotidien sont les archives de demain et que pour essayer de ne pas faire peser sur la génération suivante toutes les galères qu'on a à rechercher des documents, surtout pour du numérique natif, pensons à bien organiser tout ce qu'on fait, à bien documenter tout ce qu'on fait. On fait un changement sur du bâti, qu'on prenne des photos, qu'on les renomme et qu'on les laisse pas avec un numéro automatique qui a été généré par le téléphone, qu'on mette tout ça dans des dossiers, qu'on classe en pensant à celui qui viendra après et qu'on facilite la vie des suivants. Créons nos propres archives dès maintenant pour faciliter la suite. David, Myriam, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Qu'est-ce que je pourrais dire? Écoutez, là, surtout que les archives numériques, ça va poser des questions aussi de responsabilité. Responsabilité dans le choix qui va être fait, responsabilité dans ce que nous allons rendre visible ou non, et responsabilité aussi dans je dirais, dans la manière dont nous accompagnons les usages, en fin de compte, pour les familles, pour les chercheurs, pour le public en général. Donc, oui, le numérique, mais responsabilité, penser. Voilà, responsabilité. Voilà. Merci. Responsabilité et transmission. Je pense qu'il Oui, faut ah ben vraiment forcément. pas, voilà, ouais, on est bien dans le même, Oui, oui, on est bien dans la même. dans la même optique. Toujours penser comment transmettre, Oui. Mhm. comment accompagner aussi, bien penser à contextualiser quand on peut, même quand on crée effectivement Mhm. Mhm. l'archive, bien penser à contextualiser, puisque Mhm. sinon on aura des problèmes derrière, ça c'est sûr. D'ailleurs, dans les guides que j'écris, j'essaye justement de contextualiser, excusez-moi, mais le terme est toujours un peu compliqué à dire, et en même temps de faire découvrir des Mm. documents que personne ne connaît. La série M des archives départementales, pour ceux qui ont l'habitude de chercher, forcément, c'est une mine extraordinaire et on n'a pas, voilà, on y accède que très peu, parce voilà, il faut aller aux archives. Ne pas Absolument. oublier d'aller sur place. Absolument. Merci. Je crois que c'est un parfait mot de la fin. Merci à toutes les trois. Merci Catherine, merci Céline, merci à tous ceux qui étaient présents. Le prochain webinaire se tiendra en avril. On n'a pas encore la date. On va parler plutôt de la question de patrimoine et mémoires sensibles, comment on les expose, comment on les montre, comment on les transmet. Donc on va parler de scénographie, de médiation, une réflexion sur les représentations aussi de la guerre et de toutes ces mémoires sensibles.
Et voilà, la réunion continue pour les membres de la commission ou ceux qui voudraient nous rejoindre. Ceci est un appel ouvert, n'est-ce pas? Merci encore à toutes les trois et à tous d'avoir été présents. Oui, Catherine. Oui, bien, je voulais tous vous remercier d'avoir été aussi nombreux et présents et attentifs et remercier les intervenants, c'était passionnant. Et c'est vrai que c'est une première dans cette commission, grâce à Janaïne, de créer ce webinaire, enfin de proposer ce webinaire par Patrimoine Alpin. Mais effectivement, c'est un début et nous continuerons. Et tout à l'heure, il a été abordé les petits lieux de collection. Vous vouliez pas dire un mot parce que c'est très présent comme sujet à Patrimoine Alpin, les petits lieux de collection et les musées et petits lieux de collection pour la conservation. Vous ne vouliez pas dire un mot tout à l'heure, vous avez évoqué ça. J'ai essayé de lancer la balle à Céline. Oui, ou Marion, toi, tu es aussi pas mal prise par, et Janaïne aussi, hein, toutes les trois, on travaille sur ce projet lié effectivement aux objets et musées locaux en Auvergne-Rhône-Alpes. On en a dénombré plus de 800 petits musées et lieux de collection petit à petit, on les voit fermer, on voit les collections disparaître. Donc, Patrimoine Oralpin a envie de créer un portail autour de ces collections pour aussi donner des clés de gestion aux bénévoles qui sont gestionnaires de ces sites pour justement pouvoir faire des inventaires et qu'on puisse montrer ces objets sur ce portail pour la conservation, mais également la valorisation de ces objets. Donc, on travaille actuellement sur ce projet avec une mise en œuvre qu'on espère courant 2026. On est dans l'attente de réponses de financement avec un département un peu test qui sera l'Ardèche sur lequel on a porté notre dévolu avec deux musées d'une même communauté de communes pour faire ce test justement en grandeur nature d'inventaire et de mise en ligne des collections. On en reparlera, j'espère, avec le soutien de la région. C'est important de le Oui. mentionner. Simplement, la bonne nouvelle, c'est que la région nous suit. On avait lancé un appel à projet au niveau de la région, une bonne enveloppe, et la région nous suit. Donc ça, c'est intéressant aussi et ça nous permettra de continuer dans ce projet qui jusqu'à maintenant a été un peu dans les nimbes, si je puis dire, mais pas plus. Donc c'est vrai que ça va nous permettre de démarrer ce projet qui est vraiment passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Du coup, à très bientôt, très très vite. Au revoir à Et tout le monde. au Merci à revoir, Myriam, tous. au revoir, David.